Je m'appelle Margaret, j'ai 66 ans et ma propre fille m'a envoyé par accident un message vocal qui était destiné à son mari. Ce que j'ai entendu sur moi dans cet audio m'a fait partir dès le lendemain matin, avec un plan qu'elle n'aurait jamais vu venir. Ricardo, je n'en peux plus d'avoir ma mère dans cette maison. J'ai entendu la voix de ma fille Grace avec une froideur qui m'a glacé le sang. Elle est une nuisance. Elle se mêle de tout. Et en plus, on dépense déjà tellement d'argent pour elle, j'ai regardé des endroits pas chers. J'en ai trouvé un qui ne coûte que 800 $ par mois. À cet instant, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. C'était la même fille pour laquelle j'avais travaillé jour et nuit à nettoyer les maisons des autres. La même pour laquelle j'avais payé l'université en vendant même mes bijoux. La même qui avait pleuré dans mes bras quand Richard l'avait laissé à l'hôtel la première fois et j'avais dépensé mes dernières économies pour le convaincre de revenir. Mais l'audio a continué et ce qui est venu ensuite était encore pire. Aussi, j'ai déjà vérifié les papiers de la maison. Elle est à son nom, mais j'ai trouvé un moyen de la transférer à notre nom sans qu'elle s'en rende compte. Ma cousine Carole, qui travaille au bureau du greffier du comté, va m'aider. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Ma propre fille prévoyait de voler ma maison. La seule chose de valeur que j'avais dans ce monde, la maison que j'avais construite brique par brique à la sueur de mes mains, en travaillant 12 heures par jour pendant 30 ans. Mais ce qui a fait le plus mal, c'est de l'entendre rire à la fin du message. Dans un mois, maman sera en maison et nous posséderons tout. On pourra enfin vivre en paix sans cette vieille femme amère qui nous contrôle. Si vous avez déjà ressenti la trahison la plus profonde de quelqu'un que vous aimez, vous saurez exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais ce que ma fille Grace ne savait pas, c'est que sa mère n'est pas aussi naïve qu'elle le pense. Et après 66 ans dans ce monde, j'ai appris que parfois, la seule façon de se défendre, c'est avec la même ruse que celle qu'on utilise contre vous. Je n'ai pas dormi une minute cette nuit-là. À l'aube, je me suis levée avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai enfilé mon tailleur cramoisi le plus élégant, rassemblé tous mes documents importants, et je suis sortie de la maison avec un sourire aux lèvres et un plan qui allait tout changer à jamais. Pour comprendre pourquoi ce que j'ai entendu m'a fait si mal, je dois vous raconter comment je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui et comment ma relation avec Grace est devenue la chose la plus importante de ma vie. J'ai grandi dans une famille où l'amour se mesurait au sacrifice qu'on faisait pour les autres. Ma mère, qu'elle repose en paix, travaillait comme couturière de 5 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes 3 frères et sœurs. Nous n'avions jamais beaucoup d'argent, mais nous avions toujours l'amour, le respect et des valeurs solides. Margaret, me disait ma mère en m'apprenant à coudre. Dans cette vie, la seule chose qui compte, c'est la famille. Et pour la famille, tu donnes tout jusqu'à la dernière goutte de sang. Quand je suis tombée enceinte de Grace à 18 ans, son père a disparu comme par magie. Un soir, il était là, promettant qu'on allait se marier. Et le lendemain matin, il n'était plus là. Ses parents m'ont claqué la porte au nez quand je suis allée le chercher, en me disant que leur fils n'allait pas ruiner son avenir pour une fille quelconque. C'est là que ma mère m'a montré de quoi elle était faite. Cet enfant aura tout ce que nous n'avons pas pu avoir, m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras et en essuyant mes larmes. Nous l'élèverons ensemble pour qu'elle devienne une bonne femme. Ma mère a vendu ses 2 seuls bracelets en or, les seuls bijoux qu'elle possédait, pour m'acheter tout ce dont j'avais besoin pour le bébé. Quand Grace est née, c'était comme si un ange était venu au monde. C'était le plus beau bébé que j'avais jamais vu, avec ses grands yeux et un sourire qui illuminait toute la pièce. Ma mère et moi nous relayions pour nous occuper d'elle pendant que je travaillais. J'ai commencé à faire des ménages à 19 ans, en gagnant à peine 20 $ par jour, mais chaque centime que je gagnais était pour elle. Je me souviens très bien du premier jour où j'ai emmené Grace à la maternelle. Nous avons marché parce que nous n'avions pas d'argent pour le bus, mais elle portait son uniforme parfaitement repassé et ses chaussures brillantes. Les autres mères arrivaient dans des voitures luxueuses, habillées de vêtements coûteux, et je me sentais petite dans ma robe rapiécée et avec mes mains calleuses. Mais quand Grace m'a embrassée sur la joue et a dit « Merci, maman, tu es la meilleure du monde »,
J'ai su que tout en valait la peine. Les années ont passé et ma routine était toujours la même. Me réveiller à 4 heures du matin, préparer le petit déjeuner de Grace, l'emmener à l'école, travailler à nettoyer 3 maisons différentes jusqu'à 6 heures du soir, aller la chercher, l'aider à faire ses devoirs et la coucher avec une histoire. Le week-end, je faisais des lessives pour gagner un peu plus d'argent, tout ça pour qu'elle ait une vie meilleure que la mienne. Ma mère est décédée quand Grace avait 8 ans, mais avant de partir, elle m'a fait une promesse que je n'oublierai jamais. Margaret, cet enfant est ton plus grand trésor. Donne-lui une éducation. Donne-lui de l'amour, et elle s'occupera de toi quand tu seras vieille. Le sang de notre famille est bon. Elle ne te décevra pas. Ces mots m'ont donné la force de continuer, même quand les jours étaient si durs que j'avais envie d'abandonner. Quand Grace a eu 15 ans, j'ai travaillé des jours supplémentaires pendant 6 mois pour lui offrir la fête qu'elle méritait. J'ai dépensé 3 500 $ pour cette célébration, de l'argent que j'économisais pour réparer notre toit qui fuyait. Mais voir son visage ce soir-là, la regarder briller dans sa robe dorée pendant qu'elle dansait, n'avait pas de prix. Maman, je ne sais pas comment tu peux me donner autant alors que tu n'as presque rien, m'a-t-elle dit ce soir-là en me serrant dans ses bras. Quand je serai grande, je vais tout te rendre, multiplié par 1000. Au lycée, Grace était une élève exemplaire. Elle avait les meilleures notes de sa classe, participait aux pièces de théâtre, et tous les professeurs me disaient qu'elle avait un avenir brillant. Mais suivre ses études n'était pas gratuit. Livres, uniformes, sorties scolaires, tout coûtait de l'argent que je n'avais pas. J'ai commencé à nettoyer une 4e maison le dimanche, mon seul jour de repos, juste pour pouvoir payer tout ça. Quand il a fallu l'inscrire à l'université, le coût était de 15 000 $ par an. Je ne gagnais que 400 $ par mois en faisant des ménages. J'ai fait le calcul, c'était impossible. Mais une mère fait l'impossible pour ses enfants. J'ai contracté un prêt en mettant ma maison en garantie. J'ai vendu la seule bague de fiançailles que son père m'avait donnée avant de partir. Et j'ai même vendu la machine à coudre de ma mère. Ma fille, ai-je dit à Grace le jour où je l'ai emmenée s'inscrire, je n'ai pas pu aller à l'université, mais toi, tu vas devenir une professionnelle. Tu auras un diplôme. Tu travailleras dans un bureau climatisé et tu n'auras jamais à nettoyer les maisons des autres comme ta mère. Ce jour-là, j'ai pleuré de bonheur en regardant ma fille signer les papiers d'inscription pour son diplôme d'administration des affaires. Pendant les 4 années d'université, j'ai continué à travailler comme une folle pour payer toutes ses dépenses. Grace avait besoin d'argent pour les livres, les projets, sortir avec ses amis, des vêtements appropriés pour les présentations. Je lui donnais tout, même si cela signifiait que je devais manger des haricots et des tortillas toute une semaine pour économiser. Quand elle a obtenu son diplôme, c'était le jour dont j'étais la plus fière de ma vie. Voir ma fille monter sur scène avec sa toque et sa robe, entendre son nom et l'ovation de la foule, c'était comme si tous mes sacrifices avaient reporté leurs fruits. Après la cérémonie, elle m'a serrée dans ses bras en pleurant et a dit « Maman, c'est autant à toi qu'à moi. Je ne serais jamais arrivée jusque-là sans toi. Je te promets que maintenant que je suis une professionnelle, tu n'auras plus jamais à souffrir. » 1 an plus tard, Grace a rencontré Richard au travail. Au début, j'étais si heureuse parce que je la voyais épanouie et amoureuse. Richard semblait être un bon gars. Il avait un emploi stable comme superviseur dans une usine et il traitait bien ma fille. Quand il a officiellement demandé sa main, j'ai pleuré d'émotion en pensant que Grace aurait enfin la famille stable que je n'avais jamais pu lui offrir. Mais organiser le mariage a été un autre énorme sacrifice financier. Grace voulait une célébration élégante comme dans les magazines. Elle disait « La salle coûte 8 000, la robe 2 000, la musique 800, les fleurs 600. » Au total, j'ai dépensé 10 000 $ pour ce mariage, de l'argent que j'ai obtenu en contractant un autre prêt et en vendant le dernier de mes bijoux. Les premières années de leur mariage étaient beaux belles. Grace et Richard venaient me voir chaque dimanche. Nous dînions ensemble et elle m'aidait toujours pour les dépenses de la maison. Maman, maintenant que je travaille, je veux prendre soin de toi comme tu as pris soin de moi, disait-elle en me donnant de l'argent pour les courses. J'ai enfin eu l'impression que mes sacrifices avaient payé.
que j'avais une fille reconnaissante qui m'aimait vraiment. Mais tout a changé il y a 3 ans, quand Richard a perdu son emploi et qu'ils ont commencé à avoir des problèmes financiers. Ils ont commencé à me demander de l'argent constamment. Et comme toujours, je ne pouvais pas dire non. D'abord, c'était 1 000 $ pour les dépenses du mois, puis 2 500 pour la compte d'une nouvelle voiture, puis 3 000 pour payer des dettes de carte de crédit. Tout a commencé à changer subtilement après que je leur ai prêté ces 3 000 $ pour leurs dettes. Au début, il y a eu de petits détails que je justifiais dans ma tête, pensant que c'était dû au stress de leurs problèmes financiers. Mais maintenant, après avoir entendu ce message, je comprends que ce n'était pas du stress. C'était le début d'un plan calculé pour me pousser hors de leur vie. Le premier signe, c'est quand ils ont cessé de venir le dimanche. Maman, on est tellement occupés avec le nouveau boulot de Richard, me disait Grace au téléphone. Tu sais comment c'est. On doit montrer qu'on est responsable. Je comprenais, ou du moins, je croyais comprendre. Après tout, c'était naturel qu'un jeune couple veuille se concentrer sur sa réussite. Mais ensuite, les excuses pour ne pas répondre à mes appels ont commencé. J'appelais le matin et Grace disait « Maman, je suis en réunion importante. Je t'appelle plus tard. » J'appelais l'après-midi. Oh, maman, je suis au supermarché pour nos courses de la semaine. Le soir, maman, il est tard. On dîne. On parlera demain. Ce demain n'est jamais venu. Et quand on finissait par parler, la conversation durait à peine 5 minutes. Puis il y a eu les remarques blessantes déguisées en inquiétude. Maman, Richard dit qu'il a remarqué que tu es très oublieuse ces derniers temps, m'a-t-elle dit un jour lors d'un de nos rares appels. Tu es sûre de pouvoir vivre seule dans cette grande maison? À ton âge, n'importe quoi peut arriver. J'ai ri nerveusement, pensant qu'ils exagéraient, mais la graine du doute avait déjà été plantée. Un après-midi, j'ai décidé d'aller leur rendre visite sans prévenir, en leur apportant le dessert à l'ananas que Richard aimait tant. Quand j'ai frappé à la porte, j'ai entendu des rires et des voix à l'intérieur, mais ils ont mis presque 5 minutes à ouvrir. Oh, maman, quelle surprise! A dit Grace avec un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. On organisait juste des papiers de travail? À l'intérieur, il y avait sa cousine Carole, celle qui travaillait au bureau du greffier du comté, avec un tas de documents éparpillés sur la table de la cuisine. Quand elles m'ont vue entrer, Carole a vite rassemblé tous les papiers et les a glissés dans un dossier. Bonjour, tante Margaret, m'a-t-elle saluée avec ce faux sourire qu'elle avait toujours eu. J'aidais juste Grace avec des papiers d'assurance santé de Richard. Mais j'ai réussi à entrevoir mon nom sur un de ces documents avant que Carole ne le cache. Pourquoi as-tu besoin de papier avec mon nom? Ai-je demandé avec une curiosité sincère. Grace et Carole ont échangé un regard que je n'ai pas su interpréter à l'époque, mais que je comprends parfaitement maintenant. C'est juste pour mettre à jour les bénéficiaires de l'assurance. Maman, m'a dit Grace, tu sais, au cas où il nous arriverait quelque chose, tu es notre seule famille. Cette explication m'a rassurée sur le moment, mais plus tard, j'ai commencé à remarquer que chaque fois que j'abordais le sujet, Grace changeait rapidement de conversation. Maman, pourquoi tu ne me parles pas du jardin? Disait-elle. Oh, maman, tu as vu la nouvelle émission sur la chaîne 5? C'est alors que l'oubli délibéré a commencé. Il m'invitait à déjeuner, et quand j'arrivais au restaurant, il n'était pas là. Oh, maman, on a oublié de te dire qu'on devait annuler, disait-il plus tard. Richard a eu une urgence au travail. Cela s'est produit 3 fois en 2 mois. La 4e fois, je suis restée assise seule dans ce restaurant pendant 1 heure, me sentant idiote. Pendant que les autres familles autour de moi profitèrent de leur repas ensemble, eux ont aussi commencé à m'exclure des événements familiaux importants. J'ai appris par hasard en parlant à ma voisine, Miss Rose, qu'ils avaient fait un barbecue pour fêter l'anniversaire de Richard. C'est étrange que tu n'y aies pas été, Margaret, m'a dit Miss Rose. Je les ai vus acheter de la viande pour une vingtaine de personnes au supermarché. Quand j'ai demandé à Grace pourquoi je n'avais pas été invitée, elle a dit « Oh maman, c'était un truc très informel. On ne voulait pas t'embêter. » Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand ils ont décidé d'emménager temporairement chez moi. « Maman, ils vont peindre notre appartement et on doit rester chez toi environ 1 mois. »
m'a dit Grace. En plus, comme ça, on peut passer plus de temps ensemble. Tu ne trouves pas que c'est parfait? J'étais heureuse de les avoir près de moi. Je pensais qu'on allait enfin retrouver la complicité qu'on avait perdue. Pourtant, dès le premier jour, les choses ont changé dans ma propre maison. Richard s'est mis à se plaindre de tout, que ma télé était trop vieille, qu'Internet était trop lent, que la douche n'avait pas assez de pression. Tante, cette maison a besoin de beaucoup de réparations, disait-il. À ton âge, entretenir une propriété aussi grande doit être très difficile. Grace a commencé à réorganiser mes affaires sans me demander. Maman, ces assiettes sont trop vieilles. Je vais les remplacer par des neuves, disait-elle. Et ces vêtements dans ton placard sont tellement démodés. On devrait juste les donner. Petit à petit, ma maison a cessé de ressembler à ma maison. C'était comme si j'étais une invitée chez moi. Puis il y a eu les conversations à voix basse qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Je les voyais parler dans la cuisine, et quand j'apparaissais, ils changeaient immédiatement de sujet pour quelque chose de trivial comme la météo ou les infos. De quoi parliez-vous? Leur demandai-je. Rien d'important, maman, répondait Grace. Juste des dépenses de la maison. Une nuit, j'ai entendu Richard parler au téléphone sur la terrasse. Oui, on vit déjà ici. Non, elle ne soupçonne rien. Carole dit qu'elle peut avoir tous les papiers prêts dans 2 semaines. Quand je suis sortie pour lui demander à qui il parlait, il m'a dit que c'était son patron à propos d'un projet. Ils ont aussi commencé à contrôler subtilement mes finances. Maman, laisse-moi t'aider pour les factures d'électricité et d'eau, disait Grace. Tu es trop âgée pour t'inquiéter de ça. Au début, j'ai cru que c'était un geste gentil, mais j'ai compris ensuite qu'elle examinait tous mes relevés bancaires. Maman, pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent liquide? Me demandait-elle quand elle voyait que j'avais retiré 200 $ pour mes dépenses personnelles. Le plus douloureux, c'était de voir comment ils parlaient de moi quand ils pensaient que je n'écoutais pas. Un après-midi, je taillais les plantes dans le jardin quand j'ai entendu Richard dire à quelqu'un au téléphone « Ma belle-mère devient de plus en plus difficile à gérer. Elle devient très têtue avec l'âge. » Grace a ri en arrière-plan et a ajouté « C'est vrai, dernièrement, elle oublie des choses et devient très compliquée quand on essaie de l'aider. » Mais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est quand ils ont commencé à faire des commentaires sur ma santé mentale devant d'autres personnes. Mon amie de longue date, Miss Laetitia, est venue me voir et Grace lui a dit « Oh, Laetitia, ma mère est tellement confuse ces derniers temps. Hier, elle voulait sortir se promener à 10 heures du soir parce qu'elle croyait que c'était le matin. » C'était un mensonge total. Je n'avais jamais fait ça. Mais j'ai vu le regard de Laetitia, plein de pitié et d'inquiétude. « Oh, Margaret, c'est une bonne chose que tu aies Grace pour s'occuper de toi, » a-t-elle dit. À ce moment-là, j'ai ressenti une colère profonde, mais aussi une immense tristesse, en réalisant que ma propre fille construisait un faux récit sur mon état mental. Des visiteurs étranges ont commencé à arriver chez moi, des médecins censés vérifier ma tension, des travailleurs sociaux voulant évaluer mes conditions de vie, et même un homme qui s'est présenté comme spécialiste gériatrique. Ils venaient tous quand Grace les avait programmés, mais ils ne m'ont jamais demandé si je voulais ces visites. Lors d'une de ces évaluations, j'ai entendu le médecin parler avec Grace dans le salon. Madame, votre mère semble physiquement en forme, mais je vais noter dans le rapport qu'elle présente des signes de légère confusion liés à l'âge. J'écoutais depuis la cuisine, parfaitement lucide, pendant que cet homme écrivait des mensonges sur mon état mental. La tension dans la maison est devenue insupportable. Chaque jour, je ressentais plus de pression, plus de contrôle sur ma vie, plus de remarques blessantes déguisées en sollicitude. Maman, tu ne devrais plus conduire, m'a dit Richard un jour. À ton âge, c'est trop dangereux. Maman, c'est mieux si tu ne fais plus les courses seule, a ajouté Grace. On peut le faire pour toi. Petit à petit, ils me privèrent de mon indépendance, de mon autonomie, de ma dignité. Et le plus douloureux, c'est qu'ils le faisaient avec le sourire, en me disant que c'était pour mon bien, qu'ils m'aimaient tellement et voulaient seulement s'occuper de moi.
Le moment qui a tout changé à jamais est arrivé cet après-midi de mardi, quand mon monde s'est effondré à cause d'une simple erreur technologique qui a révélé la vérité la plus cruelle que j'ai vécue en 66 ans. Ce jour-là avait été particulièrement difficile. Grace et Richard étaient partis tôt en disant qu'ils avaient des choses de travail à régler, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je les avais vus chuchoter toute la matinée, et quand je demandais ce qui se passait, ils répondaient avec ces faux sourires que j'avais appris à reconnaître. Ce n'est rien, maman, disait Grace, juste des trucs ennuyeux sur le boulot de Richard. Je suis restée seule à la maison, avec cette pression dans la poitrine qui grandissait depuis des semaines. La maison qui était autrefois mon refuge ressemblait désormais à une prison. Tout avait changé depuis leur arrivée, soi-disant temporaire. Mes routines, mes espaces, même ma manière de vivre avaient été modifiés pour s'adapter à leurs besoins et à leurs plans secrets. Vers 15 heures, je préparais une tisane de camomille pour calmer mes nerfs quand j'ai entendu la notification de mon téléphone. C'était un message vocal de Grace. Au début, j'ai pensé qu'elle me prévenait qu'il rentrerait tard ou qu'elle me demandait de préparer quelque chose de spécial pour le dîner. Quelle naïveté de croire que ma fille me considérait encore assez importante pour me parler de ses plans. J'ai appuyé sur lecture sans imaginer que, dans les 3 minutes suivantes, toute ma vie allait être déchirée. Richard, je n'en peux plus d'avoir ma mère dans cette maison. La voix de Grace a commencé avec un ton d'exaspération qu'elle n'avait jamais utilisé avec moi en face. Mon cœur s'est arrêté. Ces mots prononcés avec un tel mépris étaient comme des dagues aiguisées transperçant mon âme. Ce n'était pas la fille douce qui m'enlaçait et disait « Je t'aime, maman » à chaque départ. C'est une vraie nuisance, Richard. Elle se mêle de tout ce qu'on fait. Toujours des questions, toujours là. Et en plus, on dépense déjà tellement d'argent pour elle. J'ai cherché des endroits pas chers. J'en ai trouvé un en périphérie qui ne coûte que 800 $ par mois. Avec ce qu'on économise, on pourra enfin refaire la cuisine dont on rêve tant et même acheter de nouveaux meubles pour le salon. Chaque mot était un coup physique. Ma propre fille, l'enfant à qui j'avais consacré toute ma vie, parlait de moi comme d'un vieux meuble à jeter. Les 800 $ que coûterait la maison correspondaient exactement à ce que je leur donnais chaque mois pour leurs dépenses personnelles, de l'argent qui venait de ma pension et de mes petites économies. Mais l'audio a continué, et ce qui est venu ensuite m'a complètement anéanti. Aussi, j'ai déjà vérifié tous les papiers de la maison. Elle est à son nom, mais Carole a déjà expliqué comment on peut la transférer à notre nom sans qu'elle s'en rende compte. Ça va faire environ 500 $ en pot de vin et en frais, mais ça vaut le coup. Ma cousine a déjà de l'expérience avec ce genre d'arrangement. À cet instant, j'ai tout compris. Les visites de Carole avec ses dossiers, les conversations qui s'arrêtaient quand j'arrivais, les spécialistes venus évaluer ma maison et mon état mental. Tout faisait partie d'un plan minutieusement orchestré pour me faire déclarer incompétente et voler ma propriété. Ma maison, la maison que j'avais construite brique par brique en travaillant 12 heures par jour pendant 30 ans. La maison où j'avais élevé Grace, où nous avions célébré ses anniversaires, où j'avais pleuré quand elle a obtenu son diplôme, où j'avais rêvé que mes petits-enfants joueraient un jour. Cette maison qui valait environ 485 000 $ et représentait tous mes biens, tout mon avenir, toute ma sécurité. J'ai déjà parlé avec le directeur de la maison Saint Francis, a poursuivi Grace d'une froideur qui m'a glacée jusqu'aux os. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que ma mère a une démence précoce et que c'est dangereux qu'elle vive seule. Il a été très compréhensif. Il dit qu'il voit des cas comme ça tout le temps. J'ai déjà signé tous les papiers préliminaires d'admission. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir sur le sol de la cuisine. Ma propre fille avait menti à un étranger sur mon état mental. Elle avait signé des papiers pour m'institutionnaliser sans mon consentement, avec la même facilité qu'on planifie des vacances. Le plan est parfait, chérie, a-t-elle continué en parlant à Richard. Mardi prochain, on va lui dire qu'elle a un rendez-vous médical de routine. On l'emmènera à la maison, on l'inscrira, et au moment où elle comprendra ce qui se passe, elle sera déjà à l'intérieur, et on aura la tutelle légale.
Carole dit qu'avec les rapports médicaux qu'on a obtenus, qui disent quoi qu'elle a de la confusion mentale, ce sera très facile de prouver qu'elle ne peut pas prendre de décision seule. Ces faux rapports médicaux qu'ils avaient v'là fabriqués avec l'aide de médecins corrompus. Ces évaluations que j'avais acceptées en pensant que c'était pour ma santé. Tout cela n'avait été qu'une farce pour constituer un dossier justifiant de me retirer ma liberté et mes droits. On entendait Richard en arrière-plan rire et ajouter des commentaires que je ne distinguais pas clairement, mais son approbation était évidente. L'homme que j'avais accueilli dans ma famille, que j'avais aidé financièrement, que j'avais traité comme un fils, participait activement au plan visant à détruire ma vie. Le meilleur dans tout ça, a poursuivi Grace en riant, c'est qu'elle ne se doutera jamais de rien. Elle nous croit parfaits, elle croit qu'on l'adore. Elle dit encore « Merci de prendre soin de moi, ma chérie », quand je lui apporte le petit déjeuner au lit. Si elle savait seulement que je lui donne ce petit déj pour la calmer pendant que je prépare son enterrement de son vivant. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé irréparablement. Ce n'était pas seulement la trahison, ce n'était pas seulement la douleur de découvrir que ma fille me haïssait. C'était l'humiliation de réaliser que pendant que je la bénissais chaque soir dans mes prières, remerciant Dieu de m'avoir donné une si bonne fille, elle calculait combien de jours il lui restait avant de pouvoir se débarrasser de moi. Avec les 485 000 $ que vaut la maison, on pourra rembourser toutes nos dettes de carte de crédit, le prêt de la voiture, et il nous restera même assez pour aller en Europe en vacances comme on en a toujours rêvé, a continué Grace. Et le meilleur, c'est qu'on n'aura plus à faire semblant de l'aimer, plus de dimanches à prétendre qu'on aime sa nourriture horrible, plus à écouter ses histoires répétitives de quand elle était jeune. Chaque mot était un nouveau coup de couteau. Ma nourriture, que je préparais avec tant d'amour chaque dimanche, en espérant qu'il viendrait. Mes histoires, que je racontais parce que je voulais partager les beaux souvenirs de ma jeunesse et leur transmettre nos valeurs. Tout ce que je croyais être amour et lien était pour eux une nuisance à supporter. Dans un mois, maman sera à la maison et nous posséderons tout, a conclu Grace. On pourra enfin vivre en paix sans cette vieille femme amère qui nous contrôle. Et en plus, l'assurance vie qu'elle a est à notre nom. Donc s'il lui arrive quelque chose à la maison, que Dieu me pardonne de dire ça, ce ne serait pas si grave. Ces derniers mots m'ont glacé le sang. Non seulement ils voulaient me voler ma maison et ma liberté, mais ils avaient aussi calculé froidement que ma mort leur serait pratique. Ils avaient transformé leur propre mère en investissement, espérant tirer profit à la fois de ma vie et de ma mort. Le message s'est terminé par des rires et des commentaires sur le restaurant à choisir ce soir-là, comme s'ils venaient de planifier des vacances plutôt que la destruction totale de la vie de la femme qui les avait aimés plus que tout au monde. Je suis restée assise sur le sol de ma cuisine je ne sais combien de temps, le téléphone encore à la main, en réécoutant le message encore et encore, espérant avoir mal entendu, espérant que c'était un cauchemar dont j'allais me réveiller. Mais à chaque écoute, la réalité devenait plus brute, plus douloureuse, plus définitive. Cette nuit-là, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas dormi. Je n'ai rien fait d'autre que marcher dans ma maison, en regardant chaque objet, chaque photo, chaque souvenir que j'avais construit, en pensant qu'un jour je transmettrais tout cela avec amour à ma fille. Maintenant, je savais que tout allait être volé, vendu ou jeté sans aucun respect pour les souvenirs que cela représentait. Mais en traversant ma maison dans l'obscurité de ce matin-là, quelque chose a commencé à changer en moi. La tristesse et la douleur se sont transformées en quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une détermination pure et froide. Ma fille pensait que j'étais une vieille femme naïve, facile à manipuler. Mais elle avait complètement sous-estimé la femme qui l'avait élevée. À l'aube, je me suis levée avec une clarté mentale que je n'avais pas eue depuis des mois. J'ai mis mon tailleur cramoisi le plus élégant, celui que je gardais pour les grandes occasions. J'ai pris mon sac avec tous mes documents importants et je suis sortie de la maison avant que Grace et Richard ne se réveillent. J'avais un plan et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ce matin-là, je me suis réveillée exactement à 5 heures, comme si mon corps savait que c'était le jour le plus important de ma vie. Toute la nuit, j'avais planifié chaque mouvement,
chaque mot, chaque détail de ce que j'allais faire. Je n'étais plus la Margaret naïve qui avait laissé sa propre fille la manipuler pendant des mois. Aujourd'hui, j'allais montrer à Grace qu'elle avait complètement sous-estimé la femme qui l'avait élevée. J'ai enfilé mon tailleur pantalon cramoisi, le même que j'avais porté à sa remise de diplôme. Je me suis maquillée soigneusement, j'ai coiffé mes cheveux avec élégance et j'ai mis les boucles d'oreilles en perles que ma mère m'avait laissées. Je voulais paraître comme la femme forte et digne que j'étais, pas comme la victime vulnérable qu'il croyait assez voir. Avant de partir, j'ai écrit une note et je l'ai laissée sur la table de la cuisine, parti tôt pour régler des affaires personnelles. Je serai de retour dans l'après-midi. Je t'aime, maman. Je ne leur ai pas donné plus de détails parce qu'ils ne les méritaient pas. Pendant des mois, ils avaient pris des décisions sur ma vie sans me consulter. Maintenant, c'était mon tour d'agir sans leur donner d'explication. Ma première étape a été la banque. Je suis arrivée exactement à l'ouverture, à 8 heures du matin. Bonjour, Madame Baker, a dit Nora, la directrice qui me connaissait depuis 15 ans. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Nora, je dois revoir toutes les transactions de mon compte des 6 derniers mois et je veux changer tous mes bénéficiaires, lui ai-je dit d'une fermeté qui l'a surprise. J'ai aussi besoin que vous m'expliquiez si quelqu'un a essayé d'accéder à des informations sur mes comptes sans mon autorisation. Nora a froncé les sourcils en consultant mon dossier à l'ordinateur. Madame Baker, j'ai plusieurs demandes d'informations sur votre compte enregistré ici, effectuées par votre fille, Grace. Elle a présenté une lettre signée par vous, l'autorisant à consulter vos relevés bancaires pour vous aider dans vos finances. Mon sang a bouilli. Nora, je n'ai jamais signé cette lettre. Pouvez-vous me montrer ce document? Mais quand j'ai vu l'autorisation supposée, j'ai tout de suite reconnu que la signature avait été falsifiée. Elle ressemblait à la mienne, mais je n'avais jamais écrit mon nom avec cette inclinaison. C'est un faux, lui ai-je dit en lui montrant ma pièce d'identité pour qu'elle compare les signatures. Ma fille accède frauduleusement à mes informations bancaires. Je veux que vous annuliez immédiatement toute autorisation qu'elle pourrait avoir et que vous mettiez une alerte de sécurité sur mon compte. Nora a pâli en réalisant la gravité de la situation. Madame Baker, c'est très grave. Nous allons annuler immédiatement tout accès non autorisé et je vous recommande de déposer un signalement de fraude. C'est exactement ce que je vais faire, ai-je répondu. Mais d'abord, je dois protéger mes biens. Je veux transférer tous mes fonds vers un nouveau compte que je serai la seule à gérer et je veux changer le bénéficiaire de mon assurance vie. Pendant l'heure suivante, Nora m'a aidé à sécuriser toutes mes finances. J'ai transféré mes 8 750 $ d'économie vers un tout nouveau compte. J'ai changé tous les mots de passe et j'ai désigné une fondation caritative pour les seniors abandonnés comme bénéficiaires de mon assurance vie. Grace ne verrait plus un seul centime de mon argent. Ma deuxième étape a été le bureau du greffier du comté où travaillait Carole, la cousine complice de Grace. Je suis arrivée sans prévenir, avec un petit enregistreur caché dans mon sac. Bonjour Carole, ai-je dit avec un sourire doux. Je viens vérifier l'état de ma propriété. Ma fille m'a dit que tu l'aidais avec des papiers. Carole est devenue nerveuse immédiatement. Oh, tante Margaret, que faites-vous ici? Grace ne m'a pas dit que vous veniez. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle essayait de refermer rapidement des documents sur son bureau. Ne t'inquiète pas, Carole, ai-je dit en gardant un ton détendu. Je veux juste mieux comprendre cette paperasse d'assurance dont ma fille s'occupe. Peux-tu m'expliquer exactement quels documents tu as besoin d'avoir à mon nom? Carole a commencé à transpirer. Eh bien, tante, ce sont juste des mises à jour de routine pour le registre. Sa voix s'est brisée quand elle a compris que j'en savais plus que je n'en laissais paraître. Carole, ai-je dit en me penchant vers elle, je sais exactement ce que toi et ma fille avez prévu. Je sais pour les faux documents. Je sais pour le plan de prendre ma maison et je sais que tu l'aides à falsifier des papiers en utilisant ton poste ici. Je lui ai montré mon téléphone avec l'audio que j'avais enregistré la veille. J'ai des preuves de tout. Carole s'est affaissée sur sa chaise. Tante Margaret, je ne voulais pas le faire, mais Grace m'a dit que vous ne pouviez plus vous occuper de vous, que c'était pour votre bien. C'était pour l'argent, Carole. Ne prétends pas que c'était pour mon bien, ai-je dit fermement.
Maintenant, tu as deux options. Soit tu m'aides à annuler tout ce que tu as fait, soit je vais directement voir ton supérieur et je lui montre les preuves que tu as falsifié des documents officiels. Carole s'est mise à pleurer. S'il vous plaît, tante, je ne peux pas perdre mon travail. J'ai trois enfants à nourrir. Entre deux sanglots, elle m'a expliqué tout le processus. Comment ils avaient falsifié ma signature sur plusieurs documents, comment ils avaient créé de faux rapports médicaux et comment ils comptaient utiliser tout ça pour me faire déclarer incompétente et transférer ma propriété. D'accord, Carole, ai-je dit après qu'elle a tout avoué. Tu vas m'aider à réparer ça, puis tu iras chercher un autre travail. Mais si tu m'aides maintenant, je ne porterai pas plainte contre toi. Pendant les 2 heures suivantes, Carole m'a aidé à invalider tous les documents frauduleux qu'ils avaient créés. Elle m'a aussi donné des copies de tout comme preuve, y compris les faux rapports médicaux et les documents de transfert de propriété qu'ils avaient déjà préparés. Ma troisième étape a été chez l'avocat Harrison Ford, le plus respecté de la ville. Maître Ford, ai-je dit en lui montrant toutes les preuves que j'avais rassemblées. J'ai besoin de votre aide pour arrêter une fraude et protéger mes droits. L'avocat a examiné tous les documents avec une attention professionnelle. Madame Baker, c'est une affaire très grave de fraude familiale. Nous avons largement assez de preuves pour engager des poursuites pénales. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous voulez exactement obtenir? Je veux justice, maître, ai-je répondu. Mais surtout, je veux que ma fille apprenne que les actes ont des conséquences. Pendant 66 ans, j'ai été trop gentille, trop généreuse, trop compréhensive. Il est temps que quelqu'un me défende, même si je dois le faire moi-même. L'avocat a souri avec admiration. Madame Baker, nous allons préparer une stratégie juridique qui protège tous vos droits et envoie un message très clair sur les conséquences de tenter de frauder une personne âgée. Pendant les heures suivantes, nous avons préparé une action civile pour fraude, falsification de documents et tentative d'appropriation illégale. Nous avons aussi préparé une plainte pénale contre Grace, Richard et Carole. L'avocat m'a expliqué que j'avais un dossier solide et qu'il était très probable que je récupère tous les dommages causés. À la fin de l'après-midi, je suis rentrée chez moi en me sentant complètement différente. Je n'étais plus la victime vulnérable qui était partie le matin. J'étais une femme qui avait repris le contrôle total de sa vie et qui était prête à affronter les conséquences de plusieurs années à avoir laissé les autres abuser de sa gentillesse. Quand je suis arrivée, Grace et Richard étaient au salon à regarder la télévision, comme si rien ne s'était passé. Salut, maman, a dit Grace avec ce faux sourire que j'avais appris à reconnaître. Comment se sont passées tes courses? Très bien, ma chérie, ai-je répondu calmement. J'ai réglé exactement ce que je devais régler. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré et je les ai regardés fixement. Au fait, des gens vont venir nous rendre visite demain. J'espère que vous serez là pour les accueillir. Quels gens, maman? A demandé Richard, curieux. Oh, tu verras, ai-je dit avec un sourire mystérieux. Ce sont des personnes qui vont nous aider à clarifier certaines choses importantes concernant l'avenir de notre famille. Cette nuit-là, nous avons dîné en silence. Je savais exactement ce qui allait se passer le lendemain, mais eux n'avaient aucune idée de la tempête qui arrivait. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément avec la paix de savoir que la justice était en route. Le lendemain, exactement à 10 heures du matin, la sonnette a retenti. Je vais ouvrir, ai-je dit en me levant rapidement avant que Grace ou Richard ne bougent. À la porte se tenaient Maître Harrison Ford, deux policiers et un notaire. Bonjour, Madame Baker, a dit l'avocat. Nous venons exécuter les démarches dont nous avons discuté hier. Grace et Richard se sont levés du canapé, complètement confus. Maman, qu'est-ce qui se passe? A demandé Grace. Qui sont ces gens? Asseyez-vous, leur ai-je dit d'une autorité qu'ils n'avaient jamais entendue dans ma voix. Il est temps que vous connaissiez la vérité. Maître Ford s'est raclé la gorge et a commencé. Madame Grace et Monsieur Richard, je suis ici au nom de Madame Margaret pour vous informer que nous avons découvert des preuves irréfutables de fraude, de falsification de documents et de conspiration en vue d'une appropriation illégale à son encontre. Les visages de Grace et Richard sont devenus livides. De quoi parlez-vous?
a balbutié Grace. Nous ne ferions jamais une chose pareille. Grace, ai-je dit en sortant mon téléphone. Tu veux que je fasse écouter à tout le monde le message vocal que tu m'as envoyé par erreur hier? À cet instant, j'ai vu tout le sang quitter le visage de ma fille. Ses yeux se remplirent d'une panique pure quand elle a compris que son plan parfait venait d'être découvert à cause de sa propre négligence. Le moment de vérité était arrivé, et il n'y avait plus de retour en arrière. Le silence dans mon salon était assourdissant. Grace et Richard étaient pétrifiés, me regardant comme s'ils avaient vu un fantôme. Pendant des mois, ils avaient cru contrôler totalement la situation, que j'étais une vieille femme sans défense qu'ils pouvaient manipuler à volonté. Maintenant, ils réalisaient qu'ils avaient complètement sous-estimé la femme qui les avait élevés. Maître Ford, ai-je dit en gardant une voix ferme et sereine. Je vous en prie, procédez à la présentation des preuves. L'avocat a ouvert sa mallette et en a sorti un épais dossier rempli de documents. Madame Grace et Monsieur Richard, nous avons en notre possession des preuves irréfutables des crimes que vous avez commis contre Madame Margaret. Il a posé les premiers documents sur la table basse. Commençons par les falsifications. Il a montré à Grace le document qu'elle avait présenté à la banque, s'autorisant à accéder à mes comptes. Voici sa signature authentique, a-t-il dit en désignant ma pièce d'identité. Et voici la signature falsifiée que vous avez présentée à la banque. Les différences étaient évidentes côte à côte. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a balbutié Grace, mais sa voix tremblait tellement qu'il était clair qu'elle mentait. Maman m'a demandé de l'aider avec ses comptes parce qu'elle oubliait de payer les factures. Grace, ai-je dit avec un calme qui me surprenait moi-même, arrête de mentir. Il n'y a plus d'issue. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. La voix de ma propre fille a rempli la pièce. Richard, je n'en peux plus d'avoir ma mère dans cette maison. Elle est une vraie nuisance. Elle se mêle de tout ce qu'on fait. J'ai vu le visage de Grace s'effondrer complètement en entendant ses propres mots. Richard a essayé de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient visiblement. Aucun des deux n'avait réalisé que le message avait été envoyé à mon téléphone par erreur. J'ai cherché des endroits pas chers. J'en ai trouvé un qui ne coûte que 800 $ par mois. Éteins ça! A hurlé Grace en se jetant vers mon téléphone. Mais un des policiers l'a immédiatement arrêté. C'est privé, vous n'avez pas le droit d'écouter mes conversations. Détends-toi, ma chérie, lui ai-je dit avec un sourire glacé. Ça ne fait que commencer. Assieds-toi et écoute tout ce que tu as prévu pour ta mère. L'audio a continué. Carole a déjà expliqué comment on peut transférer la maison à notre nom sans qu'elle s'en rende compte. Ça va faire environ 500 $ en pots de vin et en frais, mais ça vaut le coup. Richard s'est levé brusquement. C'est un piège, a-t-il dit en pointant l'avocat. Vous la manipulez pour nous accuser de choses qu'on n'a pas faites. Maître Ford a souri professionnellement. Monsieur Richard, nous n'en sommes même pas à la partie la plus intéressante. Il a pris un autre document dans le dossier. Voici la confession complète et signée de Carole Rodriguez, cousine de Madame Grace, qui travaille au bureau du greffier du comté. Mon regard a croisé celui de Grace, et j'ai vu qu'elle comprenait que Carole l'avait trahie. Dans cette confession, a poursuivi l'avocat, Carole détaille exactement comment vous l'avez poussée à falsifier des documents officiels, comment vous avez créé des rapports médicaux frauduleux et comment vous comptiez utiliser ces documents pour faire déclarer Madame Margaret mentalement inapte. Carole est une menteuse, a crié Grace, désespérée. Elle a inventé ça pour sauver sa peau. Ah oui, vraiment, ma chérie, l'ai-je demandé en sortant mon petit enregistreur. Parce que j'ai aussi enregistré toute la conversation que j'ai eue avec Carole hier dans son bureau. J'ai appuyé sur lecture et la voix de Carole, avouant tout en larmes, a rempli la pièce. Grace m'a dit que vous ne pouviez plus vous occuper de vous. Elle m'a montré comment falsifier votre signature. Elle m'a promis de me payer 2000 $ une fois qu'elle aurait la maison. Richard s'est affaissé sur le canapé, les mains sur la tête. C'est un cauchemar, a-t-il marmonné. Tout était hors de contrôle. Non, Richard, ai-je dit fermement. C'est la justice. Le cauchemar, c'était de vivre dans ma propre maison, en me sentant prisonnière,
de vous entendre parler de moi comme d'une nuisance, de vous regarder planifier le vol de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Maître Ford a continué la présentation des preuves. Nous avons également les rapports médicaux frauduleux que vous avez commandés. Il a montré les documents où des médecins corrompus avaient écrit que j'avais une démence sénile et que j'étais incapable de prendre des décisions. Madame Margaret a volontairement passé une évaluation psychologique complète hier, conduite par le docteur Raymond Morales, spécialiste gériatrique à l'hôpital général. Il a sorti le rapport officiel. Les résultats montrent que Madame Margaret est en parfaite santé mentale, avec une clarté et une capacité de raisonnement supérieures à la moyenne pour son âge. Cela prouve que tous les rapports précédents étaient fabriqués. Grace s'est mise à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de repentir, seulement du désespoir en voyant son plan s'effondrer. « Maman, s'il te plaît, m'a-t-elle supplié. On voulait juste s'occuper de toi. On pensait que ce serait mieux pour toi d'être dans un endroit où on s'occuperait de toi professionnellement. » S'occuper de moi? Ai-je demandé avec un rire amer. En volant ma maison, en mentant sur ma santé mentale, en planifiant de m'enfermer contre ma volonté? Je me suis levée et je me suis approchée d'elle. Ma chérie, dans ce message, tu as aussi dit que tu espérais que je meure bientôt pour toucher mon assurance vie. Je n'ai jamais dit ça, a hurlé Grace. J'ai repassé ce passage précis de l'audio. Et en plus, l'assurance vie qu'elle a est à notre nom. Donc s'il lui arrive quelque chose à la maison, que Dieu me pardonne de dire ça, ce ne serait pas si grave. Le silence qui a suivi a été dévastateur. Même les policiers ont échangé des regards de dégoût en entendant une fille parler de la mort de sa mère comme d'une opportunité financière. Mais il y a plus, a dit l'avocat en sortant un autre dossier. Nous avons découvert que depuis 6 mois, Madame Grace a retiré de l'argent des comptes de sa mère sans autorisation en utilisant des informations obtenues frauduleusement. Il a montré les relevés bancaires où figuraient des retraits de 500 à 1500 dollars, tous effectués par Grace. Au total, ils ont volé 8750 dollars sur les comptes de Madame Margaret. Cet argent était pour les dépenses de la maison, a protesté Richard. On payait la nourriture et les services. C'est un mensonge, ai-je répondu. Je payais encore toutes mes factures avec ma pension. Cet argent que vous avez volé, c'était pour vos caprices. Je vous ai vu acheter des vêtements chers, aller dans des restaurants luxueux, pendant que vous me disiez qu'on devait économiser parce que les temps étaient durs. L'avocat a continué à exposer chaque détail de leur plan criminel. Nous avons aussi la preuve que vous avez contacté le directeur de la maison Sainte-Francis et payé des frais d'inscription de 1200 dollars pour réserver une place à Madame Margaret, sans sa connaissance ni son consentement. Il a montré le reçu et les documents d'admission qu'ils avaient signés en secret. Vous comptiez l'emmener mardi prochain, en lui disant que c'était un rendez-vous médical de routine. C'était pour ton bien, maman, a insisté Grace, désespérée. Tu devenais si oublieuse. Parfois tu étais confuse. Assez de mensonges. Ai-je fini par exploser, perdant le calme que j'avais gardé tout au long de la confrontation. Je n'ai jamais été confuse. Vous avez inventé ces histoires pour justifier votre plan. Je gère encore mes finances, je cuisine ma nourriture, j'entretiens ma maison et je vous aide même financièrement quand vous me le demandez. Je me suis adressée directement à Grace en la regardant dans les yeux. Tu sais ce qui fait le plus mal, ma chérie? Ce n'est pas que tu voulais voler ma maison. Ce n'est pas que tu comptais m'enfermer contre ma volonté. Ce qui fait le plus mal, c'est que pendant des mois, alors que je te serrais dans mes bras en te disant combien je t'aimais, tu calculais combien d'argent tu allais gagner grâce à ma mort. Grace s'est effondrée et s'est mise à pleurer de façon hystérique. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. On était désespérés. On avait tellement de dettes. On ne savait pas quoi faire. Le désespoir ne justifie pas la trahison, lui ai-je dit fermement. Si vous aviez eu besoin d'argent, vous auriez pu me le demander honnêtement. Toute ma vie, je t'ai tout donné. Mais au lieu de faire confiance à mon amour, tu as choisi de me voler et de me détruire. Le policier s'est approché avec des menottes à la main. « Madame Baker, souhaitez-vous procéder aux arrestations ?»
J'ai regardé ma fille qui pleurait à chaudes larmes et pendant un instant j'ai ressenti une douleur maternelle. Mais ensuite, je me suis rappelé ses paroles dans l'audio, sa froideur à planifier ma destruction, son rire en parlant de ma mort. Oui, officier, ai-je répondu d'une voix ferme. Procéder aux arrestations. Voir ma propre fille menottée dans mon salon a été l'une des images les plus douloureuses de mes 66 années de vie. Mais c'était aussi le moment où j'ai compris que j'avais retrouvé ma dignité et ma force, après des mois à me sentir une victime impuissante. Maman, s'il te plaît, a crié Grace tandis que l'agent l'emmenait vers la porte. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta fille. Je suis la seule chose que tu aies dans ce monde. Ces mots ont résonné dans mon esprit avec une ironie amère. C'était elle qui avait décidé que je n'avais pas de place dans son monde. Richard, lui, m'a regardé avec une haine pure qui m'a glacée. Ce n'est pas fini, a-t-il chuchoté en passant près de moi. Tu vas payer pour avoir ruiné nos vies. Ces mots ne m'ont pas effrayée, mais ils ont confirmé que j'avais pris la bonne décision en les dénonçant. Après qu'ils ont été emmenés, ma maison est tombée dans un silence absolu que je n'avais pas connu depuis des mois. Pour la première fois depuis leur arrivée, je pouvais marcher chez moi sans me sentir surveillée, jugée ou manipulée. Mais cette paix n'a pas duré. Le lendemain, une campagne de terreur a commencé, montrant jusqu'où Grace et Richard étaient mis prêts à aller pour se venger. La première attaque est passée par les réseaux sociaux. Grace avait créé un faux profil et postait des histoires horribles sur moi dans des groupes Facebook locaux. Ma mère a une démence sénile et nous a accusés à tort de vol, écrivait-elle. Elle est tellement confuse qu'elle ne reconnaît pas sa propre famille. S'il vous plaît, si vous la voyez seule dans la rue, appelez-moi parce qu'elle ne devrait pas être sans surveillance. Les publications incluaient des photos de moi prises à mon insu, où je paraissais distraite ou fatiguée, qu'ils avaient retouchées pour faire croire à des problèmes mentaux. Les commentaires d'inconnus étaient dévastateurs. Pauvre femme, elle a l'air très confuse. Et quelle horreur pour une mère d'accuser ses propres enfants. Il devrait chercher une aide professionnelle pour elle. Miss Rose, ma voisine depuis toujours, est venue chez moi inquiète après avoir vu ses posts. Margaret, ma chérie, ça va? J'ai vu des choses vraiment affreuses en ligne à ton sujet et celui de ta fille. J'ai dû lui expliquer toute la situation, lui montrer les preuves pour qu'elle comprenne que tout cela n'était qu'une campagne de diffamation. Mais le harcèlement a vite empiré. Des appels ont commencé à arriver à toute heure du jour et de la nuit. Des voix inconnues m'insultaient, me menaçaient, me disaient que j'étais une mère monstrueuse qui avait détruit sa famille pour de l'argent. « Tu es une vieille femme misérable », a hurlé une voix féminine à 3 heures du matin. « J'espère que tu mourras seule et abandonnée. » Des gens que je ne connaissais pas se sont aussi mis à venir chez moi, soi-disant préoccupés par mon bien-être. De faux travailleurs sociaux disant avoir reçu des signalements, des vendeurs agressifs insistant pour me vendre des systèmes de sécurité, parce qu'une vieille femme seule est très vulnérable, et même des personnes se présentant comme de lointains parents venus vérifier mon état mental. Maître Ford m'a expliqué que tout cela faisait partie d'une stratégie juridique désespérée. Madame Baker, ils essaient de créer des preuves que vous avez réellement des problèmes mentaux pour discréditer votre témoignage au tribunal. C'est une tactique courante quand les accusés n'ont pas de défense solide. Mais ce qui m'a le plus blessée, c'est quand des lettres anonymes pleines de poison et de ressentiment ont commencé à arriver. « Vous êtes une mère ratée », disait l'une d'elles. « Vous avez élevé une fille qui vous hait au point de préférer vous voir morte. Réfléchissez à ce que vous avez fait de mal. » Une autre lettre était encore plus cruelle. Vos propres enfants vous ont abandonné parce que vous êtes insupportable. Personne ne vous regrettera quand vous mourrez. Ces lettres attaquaient non seulement ma relation avec Grace, mais aussi tous les sacrifices de ma vie. Vous avez été domestique toute votre vie. Et pourquoi? Pour que votre fille vous méprise. Vous étiez une idiote qui s'est laissée utiliser. Chaque mot était calculé pour briser mon estime de moi et me faire douter des décisions que j'avais prises. Une nuit, en lisant une de ces lettres particulièrement vicieuses, je me suis effondrée.
Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, au même endroit où j'avais écouté l'audio qui avait changé ma vie, et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de ma mère. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me le demandais encore et encore. Comment ai-je pu élever une fille qui me hait autant? Pour la première fois depuis le début de cette bataille juridique, j'ai envisagé d'abandonner. Peut-être serait-il plus simple de retirer toutes les plaintes, de pardonner à Grace et d'essayer de reconstruire notre relation. Peut-être avais-je vraiment surréagi. Peut-être m'aimaient-ils à leur manière et j'avais mal interprété leurs intentions. Mais au moment où j'allais appeler Maître Ford pour lui demander d'abandonner la procédure, j'ai pensé à quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Je me suis relevée et je suis allée dans ma chambre, où je gardais les souvenirs les plus précieux de ma vie dans un petit coffre. J'ai cherché jusqu'à trouver ce dont j'avais besoin. Une lettre que ma mère m'avait écrite peu avant de mourir, quand Grace avait 8 ans. Ma très chère Margaret, disait la lettre dans l'écriture tremblante de ma mère malade. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus avec toi, mais je veux que tu saches que je suis très fière de la femme et de la mère que tu es. Tu as élevé Grace avec tant d'amour et de dévouement que je suis sûre qu'elle sera une bonne femme qui t'honorera toute sa vie. J'ai continué à lire en pleurant. Mais si un jour les choses deviennent difficiles, si quelqu'un essaie de te faire du mal ou de profiter de ton bon cœur, souviens-toi que tu es plus forte que tu ne le crois. Ne laisse personne, pas même ta propre fille, piétiner ta dignité. Le véritable amour ne cherche jamais à détruire, ne cherche jamais à voler, ne cherche jamais à humilier. Les dernières lignes m'ont donné la force dont j'avais besoin. Margaret, tu mérites le respect, tu mérites un amour sincère, tu mérites de vivre tes dernières années en paix et dans la dignité. Si quelqu'un ne peut pas te donner ça, alors il ne mérite pas de t'avoir dans sa vie, peu importe le sang que vous partagez. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément. Ma mère avait raison. Le véritable amour ne détruit pas. Il ne vole pas. Il ne planifie pas la mort d'un être cher comme une opportunité financière. Ce que Grace ressentait pour moi n'était pas de l'amour. C'était une convenance économique déguisée en affection filiale. Le lendemain, je me suis réveillée avec une détermination renouvelée. J'ai appelé Maître Ford et j'ai dit « Maître, je veux que vous poursuiviez toutes les accusations. Je n'abandonnerai rien. Je veux que cette affaire aille jusqu'au bout. » « Je suis heureux de l'entendre, Madame Baker, » a-t-il répondu, « parce que j'ai une nouvelle importante. Grace et Richard essaient de parvenir à un accord à l'amiable. Ils veulent éviter un procès public à tout prix. » Quel genre d'accord? Ai-je demandé. Ils sont prêts à rendre tout l'argent volé, à payer des dommages et à s'engager à ne plus jamais vous contacter si vous abandonnez les poursuites pénales. J'ai réfléchi attentivement. D'un côté, je récupérerai mon argent et je me débarrasserai de leur manipulation pour toujours. De l'autre, ils ne subiraient pas toutes les conséquences pénales. Maître, ai-je finalement dit, j'accepte l'accord, mais avec une condition supplémentaire. Je veux qu'ils signent une confession complète de tout ce qu'ils ont fait, en admettant publiquement que je suis mentalement compétente et que toutes leurs accusations sur ma santé mentale étaient fausses. Et je veux que cette confession soit publiée aux mêmes endroits où ils m'ont diffamée. C'est très intelligent, Madame Baker, m'a dit l'avocat. Cela rétablira totalement votre réputation et les empêchera de poursuivre leur campagne. Une semaine plus tard, Grace et Richard ont signé l'accord. J'ai récupéré mes 8 750 $ plus 15 000 de dommages. Mais plus important que l'argent, j'ai retrouvé ma paix et ma dignité. La confession publique a été dévastatrice pour eux, mais libératrice pour moi. Nous, Grace Baker et Richard Williams, admettons avoir faussement accusé Madame Margaret d'avoir des problèmes mentaux. Nous admettons avoir planifié le vol de sa propriété et avoir créé des documents frauduleux pour la faire déclarer incompétente. Madame Margaret est en parfaite santé mentale et nous avons inventé ces histoires pour justifier nos actes criminels. Ce jour-là, exactement 1 mois après avoir entendu l'audio qui a changé ma vie, j'ai compris que j'avais accompli quelque chose qui semblait impossible. J'avais vaincu ceux qui avaient essayé de me détruire, et je l'avais fait avec intelligence, dignité, en restant toujours dans la loi.
Mais mon histoire n'était pas encore terminée. J'avais une nouvelle vie à construire et je savais exactement comment je voulais la vivre. Avec l'accord juridique signé et ma réputation totalement rétablie, le moment est venu de prendre les décisions les plus importantes de ma nouvelle vie. Je n'étais plus la Margaret naïve dont la gentillesse avait été abusée pendant des décennies. J'étais une femme de 66 ans qui avait appris que la vraie force ne vient pas de supporter l'abus, mais de se défendre avec intelligence et dignité. La première action que j'ai prise a été de changer complètement mon testament. J'ai convoqué Maître Ford chez moi et j'ai dicté mes nouvelles volontés. Maître, je veux que tous mes biens, y compris cette maison et toutes mes économies, soient donnés à la Golden Hope Foundation, qui aide les personnes âgées abandonnées par leur famille. Êtes-vous complètement certaine de cette décision, Madame Baker? A demandé l'avocat. C'est un patrimoine considérable, environ 490 000 $, incluant la maison, vos économies et les compensations. Tout à fait certaine, ai-je répondu fermement. Je veux que cet argent aide des personnes qui en ont vraiment besoin, pas des enfants ingrats qui voient naître leurs parents comme un investissement financier. J'ai aussi stipulé que si Grace tentait de contester le testament, elle perdrait automatiquement tout droit de recevoir ne serait-ce qu'un centime. Ma deuxième décision a été de déménager. Je ne voulais plus vivre dans la maison où j'avais été trahie, où j'avais entendu ma propre fille planifier ma destruction. Maître, je veux vendre cette propriété et acheter quelque chose de plus petit, plus adapté à mes besoins actuels. En 3 semaines, j'ai trouvé l'endroit parfait. Un bel appartement dans un complexe résidentiel pour seniors actifs, avec jardin, espace de loisirs et une communauté de gens de mon âge qui valorisaient l'indépendance et la dignité. L'appartement m'a coûté 85 000 $. Et avec les 95 000 $ restants de la vente, plus les compensations, j'avais assez pour vivre confortablement jusqu'à la fin de ma vie. Mais ma revanche la plus satisfaisante a été totalement légale et absolument dévastatrice pour Grace et Richard. Il s'est avéré que pendant notre enquête, nous avons découvert qu'ils avaient menti sur leur déclaration d'impôt pendant les 3 dernières années. Ils avaient déclaré des revenus bien inférieurs aux revenus réels pour payer moins d'impôts, tout en menant un train de vie incompatible avec ces déclarations. Madame Baker, m'a dit l'avocat avec un sourire, j'ai des informations qui pourraient intéresser l'IRS. Il m'a montré des preuves que Richard faisait des petits boulots non déclarés et que Grace vendait des produits en ligne sans déclarer ses revenus. Maître, en tant que citoyenne responsable, je crois qu'il est de mon devoir de signaler toute fraude fiscale dont j'ai connaissance, lui ai-je dit avec un sourire qui allait jusqu'à mes yeux. Après tout, nous devons tous contribuer équitablement à l'entretien du pays. Une semaine plus tard, l'IRS a lancé un audit complet de Richard et Grace. Ils ont découvert qu'ils devaient 22 000 $ d'arriérés, plus des pénalités et intérêts, portant la dette totale à 35 000 $. Comme ils n'avaient pas cet argent, ils ont dû vendre leur voiture, mettre leurs bijoux en gage et contracter des prêts à taux très élevés pour éviter la prison pour fraude fiscale. Ma troisième revanche a été professionnelle. Pendant l'enquête, nous avons aussi découvert que Carole, la cousine au bureau du greffier, n'était pas la seule employée publique impliquée. Il existait tout un réseau de corruption facilitant ce genre de vol contre des seniors. Avec l'aide de Maître Ford, nous avons transmis toutes les informations aux autorités compétentes. L'enquête a entraîné le licenciement de 6 employés publics, dont Carole, et la découverte d'au moins 12 cas similaires aux miens, où des propriétés avaient été volées à des personnes âgées via de faux documents. Quand le scandale est devenu public dans les journaux locaux, Grace et Richard sont devenus l'exemple parfait d'enfants indignes abusant de leurs parents âgés. Leurs noms et leurs photos ont fait la une avec des titres comme Trahison familiale qui choque la ville et des enfants ont planifié de voler la maison de leur mère de 66 ans. Mais ma revanche la plus intelligente a été sociale. Il se trouvait que Grace travaillait dans une entreprise prestigieuse où la réputation personnelle était essentielle pour l'évolution professionnelle. Quand son patron a appris le scandale via les journaux, il l'a convoquée pour un entretien très inconfortable.
Nous ne pouvons pas avoir des employés impliqués dans des scandales de fraude familiale, lui a-t-il dit. Notre entreprise a une réputation à protéger. Il ne l'a pas licenciée immédiatement, mais il l'a rétrogradée à un poste moins important et a clairement indiqué qu'elle n'aurait pas d'opportunité de promotion de sitôt. Richard a aussi subi des conséquences au travail. Son supérieur, en apprenant qu'il avait participé à un plan pour frauder sa belle-mère, lui a dit: Si vous êtes capable de voler votre propre famille, comment savoir que vous ne volerez pas chez nous? Il a perdu toute chance d'obtenir la promotion qu'il espérait. Mais ce qui m'a le plus satisfaite, c'est de voir leurs propres amis et leur famille les rejeter. La sœur de Richard a refusé de lui parler après avoir appris ce qu'ils avaient prévu de me faire. Comment as-tu pu participer à quelque chose d'aussi cruel contre une vieille femme qui ne t'a traité qu'avec amour? Lui a-t-elle hurlé lors d'une confrontation familiale vue par plusieurs voisins. Les amis de Grace l'ont aussi progressivement abandonnée. Les mères de son cercle social ne voulaient pas être associées à quelqu'un qui avait si cruellement trahi sa propre mère. Si elle est capable de faire ça à celle qui l'a mise au monde, de quoi ne serait-elle pas capable avec nous? Chuchotait-elle entre elles. Même au supermarché et à la pharmacie où on les connaissait depuis des années, les gens pointèrent du doigt et murmuraient derrière leur dos. Ils étaient devenus un exemple public de ce qu'il ne faut pas faire à ses parents âgés. Pendant tout ce processus, je n'ai jamais agi avec haine ni soif de vengeance. Chaque action que j'ai entreprise était légale, éthique et justifiée. Je n'ai pas menti sur eux. Je n'ai pas inventé de fausses accusations. Je ne les ai pas menacés et je ne leur ai pas fait de mal physiquement. J'ai simplement laissé les conséquences naturelles de leurs actes suivre leur cours. 6 mois après le jour où j'ai entendu cet audio fatal, j'ai croisé Grace au centre commercial. Elle avait l'air hagard, fatiguée et beaucoup plus vieille que ses 35 ans. Quand elle m'a vue, elle s'est approchée, les larmes aux yeux. Maman, a-t-elle dit d'une voix brisée, s'il te plaît, pardonne-moi. Je comprends que tu sois en colère, mais on a déjà payé le prix. On a tout perdu. Notre crédit est ruiné. Richard a perdu sa promotion. J'ai dû accepter un poste moins bien payé. Tu ne crois pas que c'est une punition suffisante? Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans haine mais sans faiblesse. Grace, je ne t'ai pas punie. Les conséquences de tes actes t'ont punie. Tu as décidé de planifier ma destruction. Moi, j'ai décidé de me défendre. Mais on est une famille, a-t-elle supplié. Le sang, c'est le sang, maman. Tu ne peux pas abandonner ta seule fille. Le sang ne te donne pas le droit de maltraiter, de voler ou de planifier la mort de quelqu'un, ai-je répondu calmement. Pendant 35 ans, j'ai été ta mère inconditionnelle. Pendant 3 mois, tu as été mon bourreau calculateur. Tu ne peux pas me demander d'oublier ça juste parce que tu subis maintenant les conséquences. Alors, tu ne vas pas me pardonner? A-t-elle demandé en pleurant. Je t'ai déjà pardonné, Grace, lui ai-je dit honnêtement. Te pardonner était nécessaire pour ma propre paix intérieure, mais pardonner ne veut pas dire oublier ni te permettre de me refaire du mal. Pardonner ne veut pas dire faire comme si rien ne s'était passé. Pardonner ne veut pas dire te donner une nouvelle chance de détruire ma vie. Je l'ai laissé pleurer dans ce centre commercial et je suis partie vers mon nouvel appartement où ma nouvelle vie m'attendait. Une vie où je n'étais plus la victime de personne, où je n'avais plus à prétendre que l'abus était de l'amour, où je n'avais plus à sacrifier ma dignité pour maintenir des relations toxiques. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais complètement libre. 1 an après cette rencontre au centre commercial, ma vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. À 67 ans, je me suis réveillée ce matin de printemps dans mon bel appartement, le soleil filtrant à travers les rideaux blancs que j'avais choisis moi-même, sans que personne ne me dise qu'ils étaient trop chers ou inutiles. J'ai préparé mon café dans la petite cuisine, parfaite pour mes besoins, et je me suis assise sur mon balcon pour contempler les jardins de la résidence. Au loin, je voyais d'autres résidents faire leurs exercices matinaux, s'occuper des plantes ou simplement profiter de la tranquillité. Nous étions tous des seniors qui avaient décidé de vivre nos dernières années avec dignité et indépendance. Bonjour Margaret, m'a salué ma voisine Nora, une femme de 72 ans devenue ma meilleure amie.
Prête pour notre cours de danse aujourd'hui? J'ai souri en me rappelant que j'avais commencé des cours de danse à 67 ans, chose que je n'aurais jamais cru faire. Plus que prête, Nora, ces vieux os ont encore beaucoup à donner. Pendant cette année, j'avais découvert une version de moi-même qui était endormie depuis des décennies, sans la pression constante de plaire à Grace, sans le stress de marcher sur des œufs chez moi, j'avais fleuri comme une fleur qui reçoit enfin la lumière du soleil. Je m'étais inscrite à des cours de peinture et j'avais découvert un talent naturel pour les paysages. Mes tableaux décoraient maintenant les murs de mon appartement et j'en avais vendu certains à la foire d'art locale. Madame Baker, m'avait dit l'organisateur, vos peintures dégagent une paix et une sagesse qui touchent le cœur. J'avais aussi rejoint le groupe de bénévoles de la Golden Hope Foundation, la même organisation qui serait bénéficiaire de mon héritage. Je travaillais 3 jours par semaine à aider d'autres seniors abandonnés ou maltraités par leur famille. Margaret, m'a dit Miss Carmen, une femme de 81 ans arrivée à la fondation après que ses enfants l'eurent expulsée, vous comprenez notre douleur parce que vous l'avez vécue. À la fondation, j'étais devenue une sorte de conseillère officieuse. Les personnes brisées et désespérées trouvaient dans mon histoire un exemple qu'il était possible de se relever, de reconstruire une vie digne après la trahison familiale la plus profonde. Madame Margaret, m'a demandé Monsieur Robert, un homme de 75 ans dont les enfants avaient vidé les comptes bancaires, comment avez-vous réussi à pardonner et à avancer? Je lui avais répondu, Monsieur Robert, pardonner ne signifie pas oublier ou permettre qu'on nous fasse encore du mal. Pardonner signifie libérer notre cœur du poison du ressentiment pour vivre en paix. Mais vivre en paix signifie aussi s'éloigner de ceux qui nous blessent, même s'ils partagent notre sang. Mon travail à la Fondation m'avait donné un but que je n'aurais jamais imaginé à cet âge. Nous avions réussi à aider 47 seniors à récupérer de l'argent volé par leur famille. 23 avaient réussi à annuler des documents frauduleux les déclarant inaptes et 15 avaient retrouvé de nouveaux logements sûrs après avoir été expulsés par leurs propres enfants. Mais la découverte la plus importante, c'était ma propre valeur. Pendant 66 ans, j'avais mesuré ma valeur à ce que je pouvais donner aux autres, à ce que je pouvais sacrifier, à combien de douleurs je pouvais endurer en silence. Maintenant, je comprenais que ma valeur en tant que personne ne dépendait pas de mon utilité pour les autres, mais du fait d'être fidèle à moi-même et de respecter mes limites. Quant à Grace et Richard, j'avais parfois des nouvelles par des connaissances communes. Ils avaient dû déménager dans un appartement plus petit et moins cher. Richard avait définitivement perdu ses chances de promotion et travaillait désormais à un poste moins bien payé. Grace avait dû accepter un travail à temps partiel en plus pour payer leurs dettes, mais ce qu'on me disait surtout, c'est que leur mariage était en crise. Quand ils n'avaient plus la maison de la belle-mère comme plan de secours, ils ont commencé à se reprocher mutuellement l'échec de leur plan. Miss Rose, mon ancienne voisine, m'a dit qu'ils se disputaient sans cesse pour savoir qui était responsable de la découverte de tout ça. Étrangement, cela ne m'a pas procuré une joie vengeresse, mais une profonde tristesse face au choix qu'ils avaient fait. Ils avaient détruit non seulement leur relation avec moi, mais aussi leur relation entre eux. La cupidité avait été un poison qui contaminait tout ce qu'elle touchait. Il y a 6 mois, j'avais reçu une lettre de Grace. Je ne l'avais pas ouverte tout de suite. Il m'avait fallu 3 jours pour décider si je voulais lire ce qu'elle avait à me dire. Finalement, je l'ai ouverte en présence de Nora, ma voisine, pour avoir un soutien émotionnel. Chère maman, commençait la lettre, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais je veux que tu saches qu'il ne se passe pas un jour sans que je regrette ce que je t'ai fait. Je vais en thérapie, et maintenant je comprends que mes actes étaient impardonnables. Je n'écris pas pour demander ton pardon ou pour revenir dans ta vie. Je veux juste que tu saches que je comprends enfin le mal que je t'ai causé. La lettre continuait. La thérapeute m'a aidée à comprendre que mes actes ne venaient pas d'une détresse financière, mais d'un état d'esprit égoïste que j'ai développé au fil des années. Je me suis tellement habituée à recevoir ton aide inconditionnelle que j'ai cessé de te voir comme une personne avec des droits et des sentiments.
et j'ai commencé à te voir comme une ressource que je pouvais exploiter. Maintenant, je comprends que tu méritais du respect, une affection sincère et des soins dans tes années d'or. À la place, je t'ai donné manipulation, mensonge et trahison. J'ai perdu la meilleure mère du monde à cause de ma cupidité et de ma stupidité. La lettre se terminait par une phrase qui m'a fait pleurer. Je n'attends pas ton pardon, maman, parce que je sais que je ne le mérite pas. J'espère seulement que tu es heureuse et que tu trouves la paix que tu as toujours méritée, avec amour et regrets éternels. Cette lettre m'a demandé des semaines pour être digérée émotionnellement. D'un côté, j'étais contente de savoir que Grace comprenait enfin l'ampleur de ce qu'elle avait fait. De l'autre, il était trop tard pour reconstruire notre relation. Certaines blessures, même si elles peuvent guérir, laissent des cicatrices trop profondes pour que tout redevienne comme avant. Je lui ai répondu par une lettre brève mais honnête. Grace, j'accepte tes excuses et je suis contente de savoir que tu cherches une aide professionnelle. Je te pardonne parce que garder une rancune me ferait du mal, mais pardonner ne signifie pas oublier. Et cela ne signifie pas que je peux te faire confiance à nouveau. Je te souhaite le meilleur dans ta vie, mais ma vie est désormais en paix sans toi. Avec affection, mais sans retour possible, ta mère. Les soirs calmes dans ma nouvelle maison, je réfléchissais souvent aux leçons que cette expérience m'avait apprises. La plus importante était que le véritable amour ne cherche jamais à détruire ou à s'approprier l'être aimé. Le véritable amour respecte, protège et cherche le bien de l'autre sans rien attendre en retour. J'avais aussi appris que poser des limites n'est pas de la cruauté, mais une survie émotionnelle. Pendant des décennies, j'avais confondu le sacrifice extrême avec l'amour maternel, alors qu'en réalité, j'avais appris à Grace qu'elle pouvait me maltraiter sans conséquence. Parfois, je disais aux femmes du groupe de soutien de la Fondation, le plus grand héritage que nous puissions laisser à nos enfants n'est pas l'argent ou la propriété, mais l'exemple que toutes les personnes, y compris leur mère, méritent le respect et la dignité. Ce matin de printemps, alors que je finissais mon café sur le balcon, j'ai reçu un appel de Maître Ford. Madame Baker, j'ai une nouvelle qui pourrait vous intéresser. On vient de me contacter parce que 3 autres affaires semblables à la vôtre ont été révélées. Les familles concernées veulent que vous partagiez votre expérience sur la façon de gérer ce genre de situation. Bien sûr, maître, ai-je répondu sans hésiter. Si mon histoire peut aider d'autres personnes à se défendre, je suis tout à fait prête à la partager. Cet après-midi-là, alors que je peignais un paysage de montagne sur mon chevalet, je repensais au voyage incroyable des 18 derniers mois. J'avais commencé comme une victime silencieuse et j'étais devenue une survivante qui aide maintenant les autres à retrouver leur force. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était Nora qui m'invitait à dîner dans le nouveau restaurant du centre-ville. Margaret, allons célébrer la vie, a-t-elle dit avec son enthousiasme contagieux. En me préparant à sortir, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme complètement différente de celle que j'étais 1 an et demi plus tôt. Mes yeux brillaient d'une confiance que je n'avais jamais eue. Ma posture était droite et fière, et mon sourire était sincère, libéré des fardeaux émotionnels. Margaret, me suis-je dit dans le miroir, à 67 ans, tu as enfin appris que ta vie t'appartient et que tu mérites de la vivre avec dignité, joie et paix. Ce soir-là, en dînant avec ma nouvelle famille choisie plutôt qu'avec ma famille biologique toxique, nous avons porté un toast au nouveau commencement, à la sagesse qui vient avec l'âge et au courage de défendre ce qui est juste quelles qu'en soient les conséquences. Et en levant mon verre de vin, j'ai pensé à toutes les femmes qui, à cet instant, souffraient de la maltraitance de leur propre famille, croyant n'avoir aucune option, croyant devoir endurer l'abus au nom de l'amour familial. Si mon histoire pouvait atteindre ne serait-ce qu'une seule de ces femmes et lui donner le courage de se défendre, alors tout ce que j'avais traversé en aurait valu la peine. Parce que parfois, le plus grand héritage que nous puissions recevoir n'est pas l'argent ou la propriété, mais le courage d'être fidèle à nous-mêmes et la certitude qu'il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre de notre vie.
Il n'est jamais trop tard pour choisir la dignité plutôt que la commodité, la vérité plutôt qu'une fausse paix, et l'amour de soi plutôt que le sacrifice destructeur. Et il n'est jamais, au grand jamais, trop tard pour être libre. Avez-vous aimé mon histoire? Et de quelle ville nous écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. On se voit dans la prochaine histoire de vie, avec amour et respect.